Bienvenue à toutes et tous, je suis très heureuse d'être là. Je vous précise les compétences exceptionnelles de nos invités sur les sujets. Moustapha qui nous vient du Sénégal, vous l'avez peut-être déjà rencontré ce matin pour certains d'entre vous, c'est un pêcheur comme tous tes ancêtres depuis plusieurs générations, mais tu es aussi un grand connaisseur du fleuve avec qui tu as une relation étroite parce que tu as travaillé sur l'aménagement du fleuve Sénégal, tu es syndicaliste et tu es aussi élu municipal. Audrey Boulot est directrice des programmes et du développement d'une ONG qui s'appelle SOL. Et son terrain à Audrey, c'est l'agroécologie, les semences paysannes, la défense des paysans en Inde, en Afrique, en France aussi même. Et Baptiste, toi tu es responsable du pôle eau, assainissement et hygiène à Solidarité Internationale, une autre ONG. Et puis tu es aussi ingénieur en sciences et techniques de l'eau. Ça donne, voilà, c'est pointu. Bon, la réponse à la question est probablement non, mais ça je pense que vous le savez déjà. C'est un droit bafoué. Hein. L'accès à l'eau potable, ça devrait être un droit universel, mais ça ne l'est pas. Les inégalités en la matière sont abyssales et on va commencer en illustrant ça avec Moustapha. D'abord parce qu'il nous vient de très loin et qu'il a eu son visa à la dernière minute, donc à lui l'honneur. Et qu'on est vraiment très très heureux qu'il soit là avec nous pour témoigner. Voilà. Tu m'as dit au Sénégal, l'eau, ça n'est pas un problème de ressources, mais c'est un problème démocratique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Voilà. Au Sénégal, l'eau nous pensons que nous avons suffisamment d'eau parce que nous sommes assez arrosés. Nous avons plusieurs fleuves. Le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Casamance. Nous avons des lacs, le lac de Guerre, nous avons beaucoup. Donc, nous n'avons pas un problème d'eau. Le problème que nous avons, c'est le problème de la gestion de cette eau et le problème de la démocratisation de la distribution de cette eau. Pourquoi? Parce que je me pose souvent la question, je dis, quel problème nous avons avec l'eau? Vous voyez des populations qui ont du mal à avoir de l'eau, pour boire de l'eau. Ils sont même quelquefois ravitaillés par des citernes. Mais entre le mois de juillet, août, septembre, avec la pluie, ces mêmes personnes subissent des désagréments à cause de l'eau. Il y a l'inondation. Cette année au Sénégal, l'inondation a tué 3 personnes. Des gens qui sont morts, noyés, parce qu'il y avait beaucoup d'eau de pluie. Mais rien n'est fait pour canaliser cette eau de pluie, pour l'utiliser. Au contraire, on fait des aménagements pour voir comment drainer ces eaux vers la mer. Alors que c'est de l'eau qui pouvait être utilisée autrement. Donc, nous disons que nous n'avons pas de problème. Nous avons un barrage, ou 2 barrages, le barrage de Diamant, sur le fleuve Sénégal, et le barrage de Manantani. Ça, c'est avec l'OMVS, l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ce fleuve Sénégal, dont on avait fixé 3 objectifs à l'OMVS. Un objectif, c'était être un barrage anti-sel, arrêter la remontée de la mer pour protéger les surfaces irrigables. Un deuxième objectif, c'était l'irrigation. Un troisième objectif, c'était la navigation. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est en 2000 que le barrage a été mis en eau. Mais depuis 2000 jusqu'à nos jours, chaque année, ils sont obligés de lever les vannes du barrage pour laisser s'écouler, je l'ai dit tout de suite, pour laisser s'écouler plus de 10 milliards de mètres cubes d'eau qui sont directement rejetés à la mer. Directement de l'eau douce, directement rejetée à la mer. Pourquoi?
Parce que l'OMVS est composé du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali et de la Guinée. Mais en 2000, quand on a mis le barrage en eau, le Sénégal a commencé à revitaliser les vallées fossiles. Des vallées qui étaient d'anciens cours d'eau, mais qui, avec la sécheresse des années 70, ces cours d'eau s'étaient asséchés. Donc, l'objectif du barrage, il faisait partie de cet objectif-là, de revitaliser les vallées fossiles pour permettre aux populations de l'intérieur d'avoir suffisamment d'eau et pour la consommation, et pour l'agriculture, et pour l'élevage. Mais la Mauritanie ne l'entendait pas de cet œil-là. La Mauritanie, donc, s'est opposée. C'est opposé. Et finalement, cette eau-là, maintenant, elle est perdue depuis 2000. Elle est perdue pour le Sénégal, elle est perdue pour la Mauritanie. La Mauritanie n'accepte pas que cette eau soit utilisée par le Sénégal. Et cette eau-là, on ne peut pas la garder. Parce que le barrage ne peut pas dépasser sa capacité de rétention. Il y a un volume au-delà duquel le barrage va céder. Donc cette eau-là, si on ne la dirige pas à l'intérieur des terres, on va être obligé d'ouvrir les vannes, de laisser cette eau partir. C'est pourquoi donc, il y a des conflits. L'eau, aussi, il faut qu'on parle des conflits qu'amène l'eau. Mais moi, je voulais surtout, par rapport à la démocratisation, parler du fait que, au Sénégal, vous serez peut-être étonné de savoir que c'est Suez qui est chez vous, ici, en France, c'est Suez qui vend aux Sénégalais l'eau du fleuve Sénégal. Donc, vous héritez d'une situation post-coloniale encore, qui perdure, c'est ça, hein? Même après la colonisation, jusqu'au moment du programme d'ajustement structurel, les sociétés de distribution d'eau étaient nationalisées. Ouais. Mais c'est avec la Banque mondiale et le FMI qu'on a imposé au Sénégal donc de socialiser les pertes et de privatiser les bénéfices. Donc toutes les sociétés qui étaient rentables, comme la SONES qui distribuait de l'eau, comme la Sénélec qui distribuait le courant, comme Sonatel qui était dans la téléphonie, il faut privatiser ça. Et quand on a privatisé, maintenant, si Suez doit vendre de l'eau aux Sénégalais, Suez va mettre des programmes pour les populations qui ont les moyens. Ils ne vont pas mettre de programmes pour les populations qui n'ont pas de moyens. Ils ne vont pas faire de social. Donc, on met des programmes pour les populations de Dakar. Entre le lac de Guerre, là où on prend l'eau, et Dakar, il y a plus de 300 km. On fait tout pour mettre des canons, pour prendre l'eau, l'amener aux populations de Dakar, pour que ces citoyens-là qui ont des moyens puissent avoir le robinet, et chaque fois qu'il faut un tour de robinet, ils aient l'eau douce. Mais il y a des populations qui habitent à 100 mètres, à 1 km, à 2 km du fleuve. On ne s'occupe pas de ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Parce que c'est des démunis. Donc au sein même du Sénégal, de grandes inégalités. Hein, Il y a de grandes inégalités par rapport à la distribution de l'eau. Il y a des politiques. La politique qui est mise en place ne permet pas aux populations démunies de bénéficier de l'eau. Il faut avoir de l'argent pour avoir de l'eau. Suez, qui est une entreprise privée, met en place des politiques pour avoir le profit. Pour avoir le profit. Et c'est une question démocratique parce que c'est un choix politique aussi qui sert des intérêts économiques. Qui sert des intérêts néocoloniaux. Parce qu'on ne voit pas, nous, quelle est la nécessité. Qu'est-ce que le Sénégal gagne à permettre à une société étrangère à venir gérer l'eau, la distribuer à son prix, faire des investissements, récolter les bénéfices pour les exporter. Et en même temps, regarder des Sénégalais qui sont à 1 mètre du fleuve. Ces gens-là ne peuvent pas bénéficier d'eau potable. Donc, nous disons que, il faut le dire, il y a une tyrannie, il y a une dictature qui va même jusque dans la consommation de l'eau.
le néocolonialisme est même présent dans la consommation de l'eau. Sur les 300 km que traversent les canalisations de Suez pour aller à Dakar, mais il y a beaucoup de populations qui ont des problèmes d'eau, qui ne peuvent pas avoir d'eau. Et si nous, c'est ce que nous dénonçons. Nous disons souvent quel problème notre pays a avec l'eau. Les gens, ils sont là, ils sont assis au bord de l'eau, au bord du fleuve, ils ne peuvent pas avoir de l'eau potable. Okay. Merci beaucoup, Moustapha. C'est un exemple flagrant d'inégalité très spécifique au Sénégal. Baptiste, toi, tu as une vision globale du problème des inégalités liées à l'eau. Est-ce que tu peux nous faire un tableau des différentes situations qui existent dans le monde? Alors, je vais essayer. Oui, on ne te demande pas d'être exhaustif en 3 minutes, juste de nous donner des pistes. D'être un peu, oui, d'être synthétique. Non, effectivement, je pense que ce que Moustapha a dit illustre bien un certain nombre d'enjeux relativement globaux qu'on retrouve par ailleurs. Alors, on a des objectifs qui ont été posés, des objectifs assez ambitieux, nécessairement, comme par exemple les objectifs de développement durable. Contrairement aux précédents, on a un objectif qui est dédié à un accès universel aux services d'eau et d'assainissement et à leur gestion durable. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Maintenant, si on fait le constat de où est-ce qu'on en est par rapport à cette ODD 6, le constat il est assez critique. On n'est pas du tout sur la voie pour l'atteindre en 2030 tel que ça a été prévu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Prévu par les Nations Unies, les objectifs du développement, les ODD, les objectifs du développement durable. Donc aujourd'hui, on a grosso modo une personne sur 4 qui n'a pas accès à un service d'eau potable géré de manière sûre. Alors je reviendrai un tout petit peu sur ce que ça signifie en pratique. Ça veut dire 2 milliards de personnes, donc c'est quand même absolument énorme. Je ne parle pas forcément des enjeux liés à l'assainissement et à l'hygiène qui sont aussi très très forts. Donc il faudrait à minima, de manière globale, une accélération quadruplée, la cadence, pour réussir à atteindre cet agenda. Et bien évidemment, il faut faire un peu attention aux chiffres parce que les moyennes, en fait, elles gomment aussi des disparités très très fortes, des inégalités importantes entre les régions du monde, entre les pays, mais également au sein des pays, entre les niveaux de richesse et entre les zones urbaines et les zones rurales, où on a souvent voilà, une forte inégalité dans le développement des services et dans l'accès aux services. Et puis, encore plus particulièrement, on a les contextes de crise et de fragilité. Alors, pourquoi est-ce que je parle de contexte de crise et de fragilité? Parce que c'est des contextes dans lesquels nous, on intervient à Solidarité Internationale en tant qu'association humanitaire. Et c'est des contextes qui, bien souvent, en fait, cumulent un certain nombre d'enjeux, qui cumulent un certain nombre de crises et de chocs. Donc, il y a les conflits, il y a les épidémies, il y a les catastrophes naturelles. Il y a souvent des vulnérabilités assez fortes préexistantes. Il y a les nouveaux enjeux qui ne sont pas si nouveaux que ça, tels que les conséquences du changement climatique. Voilà, donc tout ça fait qu'on... Qui lui-même a des conséquences sur toutes les premières sources de crise que tu as citées, le réchauffement climatique qui est lié à l'ensemble en fait. Voilà, on a effectivement des phénomènes de cercle vicieux et ce qui fait que dans ces contextes particuliers, les investissements, ce n'est pas les quadruplés qu'il faut, mais c'est multiplié par 10, voire par 23 dans certains endroits. Donc il y a vraiment un effort qui doit être fait très particulièrement. Et malheureusement, bien souvent, c'est des zones qui sont un peu oubliées, qui sont mises à la marge, y compris de ces grands agendas, parce qu'on considère que finalement... Lesquels, par exemple, pardon, tu parles de zones oubliées? Ces contextes de crise et de fragilité. Oui, voilà. Tu peux nous donner des exemples de lieux en particulier? Effectivement, il y a la majorité les pays dans lesquels on intervient, certains pays d'Amérique du Sud, Haïti, certains pays d'Afrique de l'Ouest, la zone sahélienne, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est. Enfin voilà, il y a un certain nombre de pays qui sont particulièrement affectés par cette crise climatique, par ces épidémies, par ces conflits. Et tout ça rend, non seulement rend difficile l'amélioration de la situation existante, mais en plus a des répercussions vraiment très très fortes sur tout un tas d'enjeux, des enjeux de santé publique, des enjeux d'accès à l'éducation, etc.
Voilà. Il y a l'enjeu un enjeu féministe aussi, parce que les femmes portent très souvent le fardeau du manque d'eau. Tout à fait. Est-ce que vous prenez en compte ça aussi? Oui, bien sûr. Je reviens justement par exemple sur le terme que j'utilisais tout à l'heure, c'est-à-dire les services d'eau gérés de manière sûre. Alors, il y a une classification qui est faite justement pour essayer d'établir un peu des comparaisons entre les pays, de collecter des données qui soient un petit peu parlantes. Un service d'eau géré de manière sûre, c'est un service qui est accessible au sein de l'habitation de manière continue, qui est libre de toute contamination et qui est délivré par ce qu'on appelle une infrastructure qui est protégée. Et ensuite, il y a des niveaux de service qui sont ce qu'on appelle dégradés, c'est-à-dire qui sont moins forts. Et notamment, il y a le temps de puisage, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour aller chercher l'eau, remplir les conteneurs, les jerrycans qui vont permettre de la stocker et puis la ramener. Et en fait, dans énormément de pays, ce temps il est supérieur à 30 minutes. Il est effectivement en grande majorité réalisé par les femmes. Et on ne se rend pas compte de devoir marcher 1 heure par jour uniquement pour aller récupérer de l'eau qui va nous servir pour les usages domestiques. C'est quelque chose de vraiment important. 1 heure par jour contre un robinet qu'on tourne ici, je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête, quoi, pour mesurer, comme outil de mesure des inégalités. Merci Baptiste. Audrey, on fait un zoom sur l'agriculture, qui est un immense consommateur d'eau. Qu'est-ce que c'est la problématique des inégalités liées à l'eau dans le domaine de l'agriculture? Tu peux nous faire un petit tableau aussi? Oui. Donc bonjour à tous et ravi de participer à cette grande journée et ce grand festival avec vous. Donc pour parler eau et agriculture, je vais essayer de vous expliquer vraiment en quoi ces deux enjeux qui sont intrinsèquement liés, sur 3 plans notamment, le plan économique, le plan sanitaire et le plan environnemental. Économique d'abord, parce que l'eau c'est un des principaux facteurs de production pour l'agriculture, dont dépendent du coup de nombreux paysans. Une majorité de la population qui vit en zone rurale aujourd'hui dépend de l'agriculture comme principale source de revenus. Donc leur accès à l'eau est évidemment crucial pour toute leur activité, mais aussi pour produire la nourriture qui va ensuite tous nous nourrir. Donc cet accès, il est vraiment essentiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau dans l'agriculture, c'est aussi profondément inégalitaire en fonction des territoires, en fonction des niveaux de richesse, et que la plus grande partie des agriculteurs et agricultrices aujourd'hui dans le monde n'ont pas accès à l'irrigation, donc vont dépendre des pluies et de leur régularité ou irrégularité pour leur production. Donc sécuriser cet accès à l'eau est quelque chose de vraiment crucial, et de s'adapter aussi à sa présence ou non, qui est de plus en plus fragilisée par justement les aléas climatiques. Pardon, ce sont des petits paysans en général qui sont privés de cet accès à l'eau au détriment des grands industriels de l'agriculture? Tout à fait, voilà. Et c'est une minorité d'agriculteurs qui aujourd'hui ont accès à l'irrigation sur des grandes surfaces, mais l'essentiel de la production agricole vient de petites fermes qui n'ont pas accès à ces équipements. L'agriculture qui épuise les nappes phréatiques qu'on accuse, qu'on pointe du doigt tout le temps, ce ne sont pas les petits paysans, ce sont les fermes que tu défends. Tout à fait. C'est aussi un enjeu sanitaire parce que aujourd'hui, un des grands enjeux de la pollution de l'eau, il vient de l'agriculture industrielle. Donc là aussi, cette agriculture de masse, intensive, qui, par l'utilisation de pesticides, d'engrais de synthèse, etc., va venir polluer les sols et, in fine, l'eau, qui va être ensuite dépolluée à grands coûts quand les équipements sont nécessaires et payés par le contribuable pour qu'on puisse boire à nouveau cette eau. Donc c'est des coûts qui sont aussi énormes lorsque les équipements existent, et des conséquences très néfastes dans tous les cas. Sur l'environnement, qui est un peu ce troisième lien qui existe aussi entre l'eau et l'agriculture. Cette agriculture industrielle, elle vient en grande partie aussi avoir un impact sur la qualité des sols, et donc leur possibilité d'absorber
l'eau, et notamment lors d'événements extrêmes comme lors des dernières inondations à Dakar, l'urbanisation, la forte industrialisation de nos pratiques agricoles va faire en sorte que les sols sont de plus en plus tassés, de plus en plus nus, et vont avoir une moindre capacité en fait à retenir l'eau, et en fait ça va faire un cycle en chaîne où on a une agriculture qui va avoir des impacts très négatifs sur le cycle de l'eau, sur la pollution de la ressource, et avec un accès très très inégal en fonction des agriculteurs. Donc c'est à la fois un secteur qui est le plus gros consommateur de la ressource en eau, un des plus gros pollueurs aussi, avec une concurrence d'utilisation pour la ressource qui s'aggrave au fur et à mesure de l'urbanisation, de la démultiplication aussi des industries, et avec une qualité de l'eau globalement sur Terre aujourd'hui qui se détériore et qui affecte du coup de fait la sécurité alimentaire mondiale. Oui, alors tu parles de conflits qui s'aggravent, de sécurité alimentaire. On sait très bien que de nombreux conflits sont liés à l'eau, mais toi tu me parlais aussi de paysans qui subissent de la violence, de petits paysans parce qu'ils essaient d'accéder à des puits. Est-ce que tu as des exemples de ça dans les endroits où vous travaillez chez Sol? Oui, du coup pour vous donner un exemple très concret, et puis après on passera au côté plus positif des solutions, parce qu'il y en a aussi. Toujours, mais du coup, lors d'une des premières missions que je réalisais pour Sol, j'étais en Inde, au Rajasthan, donc un territoire qui est très aride, avec des conditions qui peuvent être comparables à celles que connaît le Sahel aujourd'hui. J'étais dans un village, du coup je m'entretenais avec les paysans, les paysannes, pour comprendre un petit peu mieux quelles étaient leurs problématiques, leurs pratiques, leur savoir-faire et leur situation sur place, et quelles stratégies d'adaptation aussi ils avaient face à ce manque d'eau. Et j'ai rencontré un paysan qui avait un trou dans le bras suite à un tir qu'il avait subi, et du coup il m'a partagé son histoire. Il m'expliquait en fait que cette blessure, il l'avait eue suite à un épisode de sécheresse où les contrôles en eau avaient été, l'accès à la ressource en eau localement avait été énormément rationné, et les paysans du village ne pouvaient plus se rendre dans les lieux où normalement ils venaient remplir les abreuvoirs pour les animaux, etc. Lui avait décidé quand même d'y aller pour assurer la santé, la survie de ces animaux, et les personnes qui tenaient le barrage à ce moment-là lui ont tiré dessus, et il y a eu des grosses problématiques et des grosses violences dans ce village à ce moment-là. Donc c'est pour dire les situations de tension et de conflits humains que la gestion de cette ressource en eau génère aussi, quoi. Je marque juste une pause parce que pour laisser de la place à l'histoire que tu viens de raconter, qui est très particulière mais très émouvante aussi, et après, promis, on va aller vers le constructif, oui, pour me tourner vers Mustapha et Baptiste aussi, sur cette question de la violence créée par ces inégalités sur l'accès à l'eau. Vous avez aussi en tête des exemples à nous donner? Mustapha? Oui. Oui, tu dois avoir un micro. Je disais en 2000, quand on a fait le remplissage du barrage, mais les conflits entre le Sénégal et la Mauritanie pouvaient dégénérer. Parce que moi, je me trouvais à Nouakchott avec les autres pêcheurs sénégalais. Mais on s'est réveillé un bon matin, le président de la Mauritanie a pris la décision d'exclure tous les Sénégalais. Expulser tous les Sénégalais. Sans même qu'on sache pourquoi. Alors que ce problème était lié à l'eau. C'est parce que pour la Mauritanie, le Sénégal était en train de violer les accords qui étaient signés pour les quotas de consommation de chaque pays par rapport aux ressources en eau engendrées par l'OMVS. Chaque pays a des quotas pour irriguer un certain nombre d'hectares, a des quotas par rapport à l'alimentation en eau et autres. Mais tout le monde sait que le Sénégal ne peut pas se développer sans revitaliser les vallées fossiles. Tous les jeunes qui quittent aujourd'hui, soit c'est des pêcheurs, soit c'est des agriculteurs
qui ont des terres, mais qui n'ont pas d'eau pour les cultiver, parce que la culture sous pluie n'est plus rentable, et elle n'occupe pas le paysan pendant plus de 4 mois dans l'année. Si tu ne comptes que sur la pluie pour cultiver, tu ne peux pas travailler plus de 4 mois dans l'année. Donc il faut forcément que les vallées fossiles soient revitalisées pour que les paysans soient fixés à leur terre, qui restent à leur terre pour cultiver. Mais cela, le Sénégal l'a compris. Des programmes ont été mis en place pour revitaliser les vallées fossiles. Mais puisque le fleuve n'appartient plus au Sénégal, n'appartient plus à la Mauritanie, le fleuve a une personnalité internationale. Donc, c'est les mêmes droits que détient le Sénégal, ce sont les mêmes droits que détient la Mauritanie. Donc, la Mauritanie n'a pas trouvé une autre solution que de dire le Sénégal va arrêter, sinon je vais expulser la population. Mais si le Sénégal n'avait pas arrêté, qu'est-ce qui allait se passer? C'est-à-dire qu'on était au bord d'un conflit qui pouvait être sanglant, qui pouvait déboucher sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Et ça, c'est au niveau du fleuve. Mais je pense que Basile vous a parlé tout de suite des corvées des femmes. Les femmes qui se lèvent à 4 h du matin pour courir, prendre à dos d'âne ou à dos de cheval, prendre des charrettes, faire des kilomètres pour aller dans un barrage, prendre de l'eau, pour aller au fleuve, puiser de l'eau. Mais ça, quelquefois, quand vous venez au forage, il y a les agriculteurs qui viennent avec le troupeau, ils veulent abreuver le troupeau. Il y a les populations qui viennent, qui veulent de l'eau. C'est des conflits tous les jours. C'est des conflits qui peuvent même des fois tourner au drame. Parce que les éleveurs qui sont en transhumance, quand ils voient un forage, chacun veut abreuver ses troupeaux. Et si maintenant, ils ne parviennent pas à s'entendre, ça crée quelquefois des drames qui finissent au niveau des tribunaux. Voilà. Bon, Baptiste, je voulais vous poser la question, mais sur la violence aussi, mais on va passer, pour avoir bien le temps de développer vos actions à chacun et d'entrer dans la partie solution de cette table ronde. Je vais me oui, vas-y. Peut-être juste en 1 minute, un petit mot. Effectivement, je ne vais pas illustrer et donner d'exemple, mais la destruction des infrastructures, ça peut être une arme de guerre. Ça ne devrait pas l'être. On l'a malheureusement vu maintes fois et encore récemment avec le conflit ukrainien. Tu parles de la centrale nucléaire ou de Non, je parle de destruction d'infrastructures, d'approvisionnement en eau volontaire à des fins de limiter l'accès aux populations. Et je voulais juste finir par dire que du coup, il y a notamment le Comité international de la Croix-Rouge qui cherche à pousser la protection des infrastructures d'approvisionnement en eau et assainissement au même titre qu'on devrait protéger les hôpitaux lors des conflits. Voilà, c'est quelque chose qui est en train d'être poussé au niveau du droit international humanitaire et je pense que c'est important de mentionner ça quand même. Oui, merci. C'est bien que tu aies pris la parole finalement sur ce sujet. Moustapha, pardon. Après les questions, ça viendra. Moustapha, avant les questions du public qui vont venir à la fin, est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment tu as réussi à te battre, toi, sur ce terrain-là, du droit de l'accès à l'eau, en tant que syndicaliste et en tant qu'élu municipal aussi dans ta ville, Saint-Louis du Sénégal? Et je crois qu'il faut que tu reprennes ton micro. Voilà, nous sommes en train de nous battre parce que quand nous disons que nous ne comprenons pas quel problème notre pays a avec l'eau, parce que vous avez des problèmes pour avoir de l'eau à boire. Mais quand arrive la saison des pluies, à partir du mois de septembre, juillet-septembre, mais vous vivez dans les inondations. Votre maison est envahie par les eaux. Quelquefois, même vous êtes chassé de votre maison par les eaux. C'est un contraste que nous dénonçons. Nous nous battons contre ça
nous essayons au sein du conseil municipal d'amener la mairie à intervenir. Parce que le drame, c'est que l'eau étant privatisée, parce que depuis le programme d'ajustement structurel, quand on a dit que les sociétés qui étaient rentables, il faut les privatiser, les sociétés qui ne sont pas rentables, l'État doit les garder pour faire du social. Et ce qu'on a privatisé, on a donné ça à des capitaux étrangers, alors qu'avant, les sociétés nationales, c'était juste pour équilibrer leur budget. Tout ce qu'ils gagnaient dans la commercialisation de l'eau était réinvesti pour permettre au plus grand nombre, pour aller vers pour un accès universel. Était investi pour un accès universel. Mais maintenant que l'eau est entre les mains du privé, on ne peut plus réussir cet accès universel parce que les bénéfices vont ailleurs. Donc, notre combat, c'est de nous battre pour qu'on puisse revenir sur cette décision, pour que l'eau soit renationalisée. Parce qu'à côté, on voit des politiques, tu ne peux pas avoir autant d'eau, ne pas la gérer, laisser 10 milliards de mètres cubes d'eau chaque année se déverser pour aller se jeter à la mer, et en même temps prendre des milliards, les investir dans un programme de dessalement de l'eau de la mer, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Ça entraîne sur la flore marine, sur l'écosystème marin, ce que ça entraîne sur le poisson, parce que quand vous dessalez l'eau de mer, mais vous rejetez beaucoup de sel, et cela nuit au développement des poissons. Donc, c'est contre ça que nous nous battons et nous continuons de nous battre. Et en même temps aussi, pour faciliter l'accès aux populations qui ne sont pas dans les grandes villes et qui n'ont pas ces moyens, nous battre pour qu'il y ait un développement de forage. Je crois que si Ali Haïdar était là, il pourrait en parler un peu. Dans le cadre de la Grande Muraille Verte, il a déjà eu à expérimenter des oasis, prendre 100 hectares de terre avec des populations, clôturer les 100 hectares, mettre un forage, rendre l'eau disponible à toutes ces populations. Mais on a vu que ça rendait les populations autosuffisantes. Ça leur permettait de faire leur élevage, de faire leur agriculture, et même le sol reverdissait. Il y avait de l'herbe, il y a du forage pour les troupeaux. Donc c'est un modèle que nous prenons, que nous défendons, et je crois qu'avec Haïdar, on aura l'occasion d'en reparler. C'est là où nous orientons notre combat. Et je pense même que Darwin a prévu dans son programme de rencontrer ces populations-là, parce que leur première visite au Sénégal, on a eu à faire des contacts dans ce sens. Et je pense que Darwin ira dans le sens donc, de soutenir ces populations pour qu'ils aient l'accès à l'eau par le biais de ces forages, par le biais de ces oasis-là. Oui, c'est comme ça que tu as fait la rencontre avec les personnes qui animent cet espace Darwin. Hein, c'est bien ça? D'accord. Donc, la nationalisation des infrastructures de l'eau, c'est fondamental parce que ça refait de l'eau un bien commun. Je vous dis ça, ce mot de bien commun, parce que je crois que c'est le thème d'une table ronde aussi, et c'est une thématique très très importante quand on parle de solutions pour la gestion de l'eau. Et tu nous parlais de systèmes de solutions agricoles. Alors, comme tu nous parles de solutions liées à l'agriculture, je vais repasser la parole à Audrey, parce que c'est vraiment ton terrain, ça. Et c'est là-dessus que vous travaillez. Et j'aimerais que tu nous donnes un ou deux exemples, on va voir, selon l'heure qui tourne, de ce qu'on peut faire et de ce que vous faites pour recréer des systèmes vertueux, à la fois agricoles, nourriciers et autonomes en eau. Oui. Bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que l'agriculture du coup a un impact énorme sur la gestion de l'eau, mais du coup c'est aussi un des principaux éléments secteurs sur lesquels on peut agir pour améliorer la gestion de cette ressource en eau. Et des solutions, il y en a plein. Elles existent depuis des années pour certaines, sont plus nouvelles pour d'autres.
mais elles demandent qu'à être diffusées, qu'à être encouragées, qu'à être soutenues financièrement et politiquement plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ça passe par exemple, des modèles agroécologiques, des pratiques telles qu'ils sont expérimentés sur de nombreuses fermes partout dans le monde aujourd'hui. Donc nous, on accompagne à la formation de paysans, de paysannes à ces pratiques agroécologiques, dont beaucoup, et c'est nécessaire de les revaloriser aussi, s'inspirent des savoirs locaux, des savoirs traditionnels en agriculture, tels que les techniques de zaï, de cordon pierreux au Sahel, qu'on va voir aussi, je pense, en vidéo peut-être tout à l'heure. Ça passe par la rotation des cultures, par les couverts végétaux, par un ensemble de pratiques qui vont venir essayer de maximiser l'utilisation et l'intégration de la ressource en eau dans les systèmes agricoles. Mais ça nécessite aujourd'hui un changement de modèle, le changement de modèle dominant qui s'impose à nous aujourd'hui. C'est un grand défi, mais il y a vraiment de nombreuses alternatives qui montrent aujourd'hui que c'est possible et qu'il y a un fort enjeu justement à développer cet accès au savoir-faire, au financement qui sont nécessaires pour aussi arriver à transiter vers ces modèles-là, et à aussi reconstruire des filières parce que on est dans un système agricole et alimentaire qui est mondialisé aujourd'hui, où on est tous interconnectés. Quand on parle de changement de modèle agricole, on parle aussi de changement de modèle alimentaire, d'arriver à relocaliser les productions, d'arriver à aussi valoriser localement ces productions. Notre exemple de projet, par exemple, au Sénégal aussi, on travaille avec une organisation paysanne qui s'appelle la FONGS sur la valorisation du mil et Atiès, exactement. Ah voilà, vous connaissez. Voilà, je me disais, j'étais sûre que Mustapha allait connaître. Et du coup, on travaille sur développer une filière locale autour de la filière mil et maïs, qui sont des céréales traditionnellement cultivées au Sénégal, mais dont la consommation, le développement de ces cultures est freiné par, à l'inverse, des grandes importations. Et là aussi, un héritage très important de la colonisation et une grande forme aussi encore d'oppression néocoloniale française au Sénégal, qui est l'importation massive de blé qui ne pousse pas au Sénégal, mais qui est très largement consommé et qui vient avoir des impacts importants sur les économies locales. Et donc face à ça, nous on encourage avec la FONGS la valorisation des céréales locales et leur transformation au sein de petites unités de transformation artisanale pour arriver à revaloriser ces ressources locales et développer des filières alternatives à ces grandes filières mondialisées. Voilà, donc ça passe par le changement de pratique, ça passe par le changement de modèle aussi, l'évolution des filières aussi. Et donc, comme tu l'as dit, ça passe aussi par notre alimentation à nous. Tu parles de relocalisation, voilà, on se demande toujours ce qu'on peut faire, ce que peuvent faire les citoyens. Eh bien, manger local et soutenir une agriculture paysanne, c'est aussi lutter contre les inégalités face à l'eau, en matière d'eau. Tout à fait, c'est que derrière ce qu'on va manger, on va aussi soutenir un modèle de pratique humain, social, environnemental qui est derrière. Donc ça nécessite d'avoir accès à ces ressources aussi alimentaires, et c'est un des grands enjeux aussi pour lequel il faut se battre aujourd'hui, c'est l'accès de tous à une alimentation de qualité et issue d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement aussi. Merci. Baptiste, toi, tu m'as dit il y a 2 niveaux d'action. L'urgence, enfin ça c'est en tout cas au sein de votre association et de la façon dont, et dans la façon dont vous travaillez, il y a l'urgence et il y a le long terme. Tu peux nous raconter ça? Oui, effectivement. La manière dont on fournit de l'assistance humanitaire, donc notre préoccupation principale, c'est de répondre aux crises. Aujourd'hui, le constat, c'est que les crises, elles sont complexes, elles se complexifient de plus en plus, elles durent depuis longtemps, et bien souvent, elles cumulent à la fois des chocs chroniques, des chocs ponctuels dans le temps, et puis des fragilités structurelles, des problématiques de long terme. Voilà, donc je prenais l'exemple du Burkina Faso, qui est un pays dans lequel on intervient.
qui a vu récemment sa situation sécuritaire se dégrader de manière dramatique, avec des difficultés d'accès très très fortes dans des zones, y compris pour les services étatiques qui étaient en charge justement de mettre en œuvre, de développer les services d'eau et d'assainissement qui sont aujourd'hui très difficiles à mettre en œuvre. Donc nous, on a à la fois une réponse, on essaie de développer une réponse sur plusieurs temporalités, à la fois pour répondre à ces chocs ponctuels qui vont être liés effectivement à des attaques, liées peut-être à des catastrophes naturelles un petit peu soudaines, où l'objectif, ça va être d'être le plus réactif possible. Donc on va mobiliser des équipes mobiles justement, et qui vont pouvoir très rapidement mettre en œuvre des interventions relativement simples, comme approvisionner en eau par camion-citerne, distribuer des articles qui permettront de mettre en place les pratiques d'hygiène pour se protéger des risques de contamination. Évidemment, éventuellement, quand il y a des chocs sanitaires, on lutte beaucoup contre le choléra. On va aussi mettre en place une série d'activités qui vont consister à traiter et protéger l'eau, s'assurer qu'il y a suffisamment d'eau pour justement assouvir les besoins domestiques et que cette eau elle est de qualité, elle est libre de contamination. Donc voilà, ça c'est des réponses assez rapides sur lesquelles effectivement on ne va pas forcément beaucoup travailler sur les questions de la gestion et de la gouvernance des services, parce qu'on doit être réactif, et puis parce que souvent on intervient dans des zones où en fait il y a très peu, voilà, on est dans lequel l'État a failli, les autorités ne sont pas présentes, parfois elles sont aux mains de groupes non étatiques, de groupes armés non étatiques. Donc c'est relativement compliqué dans ces endroits-là de travailler sur du long terme, mais il faut absolument répondre aux besoins humanitaires immédiats. Et néanmoins, comme je le disais, de plus en plus, les crises, elles sont multiples, elles sont multifactorielles, et comme on s'inscrit un petit peu durablement dans un certain nombre de pays dans lesquels on travaille, on va développer avec des partenaires locaux, avec les services techniques de l'État, avec les municipalités, avec tout un tas d'acteurs, des solutions un peu plus long terme où on va essayer d'avoir une sorte de complémentarité de manière à ce que nous, en tant qu'acteurs humanitaires, on puisse apporter une expertise que peut-être d'autres personnes n'auront pas, et permettre à ces acteurs de continuer, eux, à remplir leur rôle et à délivrer les services nécessaires. Donc voilà, on va travailler un petit peu plus sur la réhabilitation d'infrastructures, et puis sur les questions de gouvernance, sur les questions d'accroissement de la couverture des services, sur les questions de la réduction des risques, sur les questions de la ressource, effectivement, notamment les enjeux de la ressource en eau souterraine, qui est un enjeu assez majeur. La ressource non souterraine, c'est-à-dire la ressource en eau souterraine, en justement. Eau souterraine, oui. Justement. Ok, pardon. Voilà. Donc voilà, donc on essaye de s'adapter finalement à la complexité de nos contextes. On n'est qu'un acteur parmi tant d'autres, en tant que solidarité et en tant qu'acteur humanitaire. On sait très bien qu'on ne peut pas faire les choses tout seul, et ça n'aurait d'ailleurs pas de sens. Donc l'idée, c'est vraiment d'être le plus complémentaire possible, de bosser avec tous les secteurs pour avoir des objectifs communs, pour essayer à la fois de faire en sorte de garantir un minimum de résilience et d'éviter l'érosion de la résilience dans ces zones de crise et de grande volatilité. D'accord. Et vous êtes en soutien à la construction d'un système d'alimentation en eau qui peut ressembler à un service public, mais j'utilise ce mot de service public parce qu'avant qu'on aille au Burkina Faso pour retrouver l'homme qui repousse le désert, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en France, où on pourrait croire que, en gros, il n'y a pas de problème après vous avoir écouté, que c'est évident, que le droit de l'accès à l'eau est respecté. Or, ça n'est pas toujours le cas. C'est ce que tu m'as raconté aussi, Baptiste, et j'aimerais bien que tu nous parles de ça en quelques minutes, s'il te plaît. Oui, très, très rapidement. Effectivement, on a commencé à travailler en France suite à la crise du Covid, notamment en collaboration avec des associations qui étaient déjà présentes, qui étaient déjà actives en France, comme Médecins du Monde par exemple, qui nous ont appelés pour appuyer les populations vulnérables
vivant dans des bidonvilles, vivant dans des zones de logement précaires, et qui, à cause du confinement, se retrouvaient dans une très forte précarité liée à l'accès à l'eau. Et en fait, on s'est retrouvé à faire des évaluations dans des zones dans lesquelles on s'est aperçu que les standards humanitaires, qui sont quand même voilà, les standards qu'on va appliquer dans des camps de réfugiés, ou qui sont des standards assez faibles, hein, c'est-à-dire que c'est des minimums, vraiment. On parle par exemple de 15 litres d'eau par jour et par personne. Je vous invite à remplir 15 litres d'eau et à utiliser uniquement ça sur toute votre journée. C'est une chasse d'eau et demie, 15 litres d'eau par rapport à notre consommation, c'est ça en gros. C'est très peu, et on s'est aperçu que, voilà, que certains de ces standards, ils n'étaient pas respectés sur le territoire français, ce qui était quand même relativement surprenant et un choc assez important. Alors lesquels de territoire français? Tu peux être plus précis? Alors nous, on travaille en région parisienne, on travaille aussi dans le nord, notamment sur les zones de transit de migrants. Et puis après, on travaille en périphérie des villes, là où s'installent, là où on trouve des bidonvilles et là où on trouve des squats, des logements précaires, ce genre de choses. Et on a essayé de travailler un petit peu main dans la main avec les acteurs publics, les opérateurs, pour donner des solutions pragmatiques pour que ces populations-là, elles aient à minima cet accès qui leur est dû, et qu'on n'arrivait pas à satisfaire jusqu'à présent. Et c'est quelque chose qu'on continue de faire régulièrement dans plusieurs villes de France. Merci beaucoup Baptiste. On peut lancer la vidéo pour aller découvrir, pardon, il faut que je vous cite son nom comme il faut, Yacouba Sawadogo et son fils Loukman. Et en fait, en France, on connaît tous l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Eh bien, il existe en vrai, voilà, au Burkina Faso. Donc on y va. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Sawadogo Loukman. Je suis avec mon père Yacouba Sawadogo, l'homme qui a arrêté le désert, le champion de la terre 2020 et l'ambassadeur de SIX. Yacouba Sawadogo, à raison de santé, je vais prendre la parole à sa place. Et pour donner son historique, au début, l'espace où il a mis la forêt en place était vide. Donc il n'y avait rien comme plante. Mais à travers la technique Tijaï, il a pu mettre une forêt en place avec plus de 96 espèces d'arbres différents et plus de 60 herbacées sur les lignes. Mais la technique, c'était Zai, cordon pierré, diguette. Au début, les gens de la famille pensaient que Yacouba Sawadogo était devenu fou. Mais en réalité, beaucoup de gens ont compris maintenant que le lieu, il n'est pas fou. Parce qu'à travers la technique visuelle, les gens arrivent à avoir beaucoup de récoltes à la fin des saisons. Les arrêts aussi, ça permet de diminuer la pression de ruissellement d'eau. Parce que là, s'il pleut un peu, les trous des jailles vont diminuer le ruissellement d'eau et ça va s'infiltrer dans les trous. Il fait aussi les termites. Les termites, s'il pleut aussi, l'eau rentre dans les racines et l'humidité reste pendant plusieurs longtemps et les arbres qui sont aux alentours, ça profite. Et aujourd'hui, Yacouba Sawadogo, il est reconnu mondialement à travers sa technique Zai. Moi, Loukman Sawadogo, je suis son fils, je suis le 25e fils. Depuis ma naissance, je suis avec lui, je suis à côté de lui. Et en 2015-17, il m'a envoyé dans une école forestière
Il m'a envoyé dans une école forestière à aller apprendre et venir lui aider dans les travaux. À mon retour, j'ai mis une pépinière en place dans la forêt pour produire les espèces qui sont en voie de disparition. À ma première année, j'ai pu mettre plus de 7000 plantes dans la pépinière. La deuxième année, je suis allé jusqu'aux 17 000 plantes. Et après ça, j'ai commencé à faire des dons des plantes. Et en 2021, j'ai décidé de mettre une association en place, encore pour aider ceux qui veulent faire la même chose que Papa Yacouba Savadogo. L'association est nommée Association Arbres et Arbustes. On a allé à un village voisin, on a pris 5 hectares pour mettre une forêt. Cette année, on a planté pas moins de 1000 plantes et on compte fermer cet espace vide en 5 ans et aller d'autres villages si les moyens sont disponibles. Je vous remercie. Pas d'accès à l'eau sans arbres, c'est ce que racontent merveilleusement Yacouba et Loukman. Respect pour eux. Et maintenant, c'est à vous. Des questions? À Mustapha, à Audrey, à Baptiste? Oui, par là-bas. Est-ce qu'il y a un micro prévu pour les questions du public? Je ne sais pas. Voilà, comme ça, ce sera intégré dans la captation aussi. Oui, je voulais juste demander à Mustapha si là-bas, dans ton pays, il y a des systèmes pour récupérer l'eau de pluie, justement pendant les saisons où il pleut beaucoup, pendant les mois où il pleut beaucoup. Est-ce qu'il y a ça ou pas? Et sinon, est-ce que vous pouvez faire appel à des associations humanitaires, des associations environnementales? Non, malheureusement, ça fait partie de ce que nous dénonçons également. Je disais qu'il y a des gens qui ne parviennent même pas à avoir de l'eau à boire et qui sont obligés de quitter leur maison à cause des inondations. Parce qu'il pleut dans un temps très court un nombre de millimètres qu'on ne peut pas évacuer. Et il n'y a aucun système de conservation. Il n'y a aucun système de conservation. Les seuls systèmes qui existent, c'est des systèmes, par exemple, qui permettent de canaliser l'eau, de les sortir des habitations pour les amener à la mer. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de système qui permet de récupérer l'eau de pluie, de les stocker pour les réutiliser. Nous, c'est ce que nous dénonçons. On fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup d'investissements pour les canaux qui permettent d'amener l'eau à la mer. Mais ces mêmes investissements auraient pu être utilisés pour drainer l'eau de pluie vers des zones de captage ou des zones d'irrigation telles que les Niayes. Quand vous venez au Sénégal, il y a la zone des Niayes où on fait beaucoup de maraîchage. Mais creuser des canaux de Dakar vers la zone des Niayes permettrait de pouvoir canaliser l'eau de pluie au lieu de la verser à la mer, mais de la verser vers les agriculteurs. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ok, donc il y a une marge de travail encore aussi de ce côté-là, de possibilités sur la récupération de l'eau de pluie. Ok, merci Mustapha. Une autre question? Oui, par là. Alors, je me fais ici le porte-voix d'élèves du LEM, le lycée Edgar Morin. D'un enfant d'un jeune qui est ici et qui parle aussi au nom de, pas en son nom propre, mais un sentiment d'une jeunesse, qui connaît le problème, qui l'entend encore, et qui
a un sentiment d'impuissance, une jeunesse qui fait face à ce problème-là et ressent une impuissance. Donc psychologiquement, c'est quelque chose, une culpabilité. Et aussi un sentiment d'injustice face à un scandale de la privatisation de cette eau. Donc la culpabilité, ici, d'un jeune né en France, en lien avec Suez, c'est clair. Du coup, il se dit qu'il y aurait peut-être quelque chose de l'ordre d'une absence de volonté. Qui ne dit mot consent, comme une mise à mort, comme si en fait tout ce qui est du domaine de l'humanitaire auquel vous avez été l'excellent porte-voix n'était qu'un faire-valoir, une bonne conscience de la part de ceux qui s'enrichissent. Voilà la réflexion de notre jeunesse. Alors, c'est un vaste sujet. Est-ce que vous avez envie de réagir sur notre culpabilité ici et notre impuissance ou pas, le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir, que peut avoir la jeunesse, mais je pense qu'on peut généraliser ça à l'ensemble à toutes les générations. Oui, Moustapha. Ouais. Bon, donc, si nous acceptons de notre part qu'il y a un sentiment de culpabilité et d'impuissance, il faut aussi se demander quelle est la responsabilité de vous, Français, qui êtes peut-être à la base de ces politiques, qui êtes à la base de ces dictats sur nos hommes d'État. Parce que je me souviens bien, un jour, dans une émission de RFI, je crois, le président du Sénégal, Abdou Diouf, avait dit « Il n'y a rien de plus gênant pour un chef d'État que de se voir dicter des ordres. » Je répète, le président Abdou Diouf, président du Sénégal, avait déclaré dans une interview à RFI « Il n'y a rien de plus gênant pour un chef d'État que de se voir dicter des ordres. » Si maintenant nos chefs d'État peuvent recevoir des ordres de vos dirigeants, de vos chefs d'État, les amener à accepter que tout ce qui n'est pas rentable soit socialisé et que tout ce qui est profitable soit donné à des opérateurs français, quelle est notre impuissance, nous? Mais quelle est votre responsabilité, vous, peuple français? Je vous retourne la question. Peut-être juste un tout petit mot par rapport au modèle humanitaire. Alors déjà, je ne peux qu'imaginer la frustration de la jeunesse par rapport à la situation actuelle. Imaginer, la comprendre. Effectivement, enfin, ça pourrait être l'objet d'un long débat sur les impacts, les causes et les conséquences du modèle humanitaire. C'est un débat qui existe, il n'est pas nié. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce que ça apporte de bien ou au contraire ce que ça apporte de négatif, parce qu'il y a aussi un certain nombre de choses qui sont très critiquables. Je pense qu'une partie du système humanitaire est capable de cette autocritique, une autre ne l'est pas. Donc en tout cas, voilà, juste pour dire que c'était effectivement tout à fait entendable, mais que ça demanderait peut-être un temps de déroulement un petit peu plus long, mais disponible pour discuter à la fin de la conférence. Oui, en tout cas, c'est une remise en question et un débat qui existe aujourd'hui au sein du monde humanitaire, hein, même s'il n'a pas forcément de résultats tout de suite. Et la lutte coloniale continue, Moustapha, en fait. Hein, elle n'est pas du tout terminée. Mais on peut dire aussi sur la question de la privatisation de l'eau, parce que vous faisiez référence à Suez, que c'est un combat qui existe aussi au sein de notre pays. Enfin, en tout cas,
la remunicipalisation des systèmes de gestion d'eau, c'est aussi une lutte qui existe voilà, au niveau national. Une question là-bas, oui. C'est pour faire le lien justement là, avec ce que vous venez d'énoncer. Comment est-ce possible, si l'eau est un bien commun, et doit être un bien commun, comment elle peut être régie par des lois qui devraient être donc, en tous les cas, sur le territoire français, en tous les cas, qui devraient être égales, et comment, si cette même eau est rachetée par une société privée qui est Suez, les mêmes règles ne peuvent pas s'imposer. Comment ça peut marcher? Comment c'est possible d'en faire un bien commun, mais sous l'égide d'une société privée? Et ça ne dépend pas des mêmes choses, c'est voilà, paradoxal, je trouve. Bon, la gestion de l'eau par des entreprises privées, oui, Audrey. Bah, je crois qu'il y a justement il y a une conférence cet après-midi qui s'appelle Hold Up sur l'eau et qui est sur ce sujet justement. C'est une très bonne question que vous posez et du coup, bah, je vous invite à rester à la conférence. Je ne sais pas si c'est la suivante ou celle d'ensuite, mais du coup, voilà, vous pourrez nourrir encore plus ces réflexions-là. Et peut-être pour rebondir aussi sur le témoignage qui était très puissant, qui nous a été partagé des élèves dont certains sont sûrement présents. Moi, j'aurais envie de dire on se sent tous impuissants, je pense, à toutes nos échelles face aux défis qui s'annoncent. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression de le vivre au quotidien dans mon métier. Mais cependant, je pense qu'il faut vraiment voilà, que cette impuissance-là, elle nous fasse sentir, certes tout petit par rapport à ces immenses défis, mais pour autant pas nous faire baisser les bras, parce que, comme on le disait, on a tous nos responsabilités dans ces grandes problématiques et ces combats. Donc comprendre où est-ce qu'on peut agir de son échelle individuelle jusqu'à l'échelle collective, nationale, globale, pour trouver aussi voilà, comment cette énergie-là, cette impuissance, cette frustration, on va la traduire pour essayer de construire autre chose, parce que il y a besoin, malgré tout ce qui se passe, malgré les énormes crises qu'on subit actuellement, il y a besoin de dessiner l'avenir, et un avenir qui, on l'espère, sera, malgré ce contexte très compliqué, aussi source de joie et de plein de belles choses qu'on ne connaît pas encore aussi, quoi. Merci beaucoup, Audrey. C'est aussi la leçon de Yacouba, plantons des arbres, un arbre après l'autre, à la fin ça fait une forêt. C'est l'image traditionnelle, mais qui est tellement utile pour garder l'espoir, et c'est parfait parce que c'est le mot de la fin. Je dois vous libérer. Merci Mustapha, merci Audrey, merci Baptiste, et merci à vous toutes et tous pour votre attention. Merci à la jeunesse présente et dont on a besoin. Enfin voilà, bravo pour votre énergie aussi à toutes.